Donc, bonjour à tous. Ce septième webinaire énergie se fait suite à plusieurs autres que nous avons déjà réalisés en 2021. Et puis la plupart étaient globalement sur l'Aéro 2020 et sur son anticipation avant sa mise en œuvre de début d'année. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter notre retour d'expérience de justement des études concrètes qui ont été réalisées sur 2022. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui et d'échanger ensemble sur comment faire pour que les conceptions des maisons soient optimisées pour que les objectifs, et en particulier de Bébio, soient facilités. Premier rappel, même si je pense que c'est clair pour tout le monde, il est toujours intéressant d'en reparler en préambule. L'Aéro 2020 va s'articuler sur trois axes principaux. L'axe sobriété énergétique, donc les performances énergétiques des projets, l'axe carbone et l'axe confort d'été. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur la partie énergie et en particulier sur le BBio, mais également avoir un petit focus rapide sur les CEP et CEPNR, qui sont donc les trois critères le plus souvent dimensionnants dans vos projets, à part sur les zones, toujours les zones sud où effectivement le confort d'été est aujourd'hui pénalisant et nécessite des réflexions différentes. Les réflexions sur le carbone et le confort d'été, je vous propose d'en reparler lors d'un prochain webinaire pour ne pas que celui-ci dure trop longtemps, puisque nous serons ensemble aujourd'hui pour à peu près une demi-heure avec un jeu de questions-réponses qui peut se faire via le chat. Je vous lirai tout ça en fin de webinaire et puis nous pourrons y répondre. D'abord, ce qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, c'est notre retour d'expérience énergiste. Donc, depuis le début de l'année, on a pris un panel de 500 maisons étudiées courant janvier-février pour du coup comparer un peu à la production de 2021. Et la première chose intéressante à voir, c'est que la typologie de projet est globalement identique à ce qu'on a pu constater en 2021. Donc en proportion, évidemment, le nombre de projets est plus faible. Donc pour l'instant, c'est pas une règle applicable sur l'année. Mais ça permet de voir que la tendance de 2022, finalement, est proche de celle de 2021. Le deuxième point important, c'est la compacité des projets, parce que chez nous, en tant que thermicien, forcément, ça fait partie des critères qu'on regarde. Il y a plutôt une bonne nouvelle, de notre point de vue en tout cas, c'est que les projets sont moins décrochés que ce qu'on a pu connaître en 2021, au profit du coup de maisons plus compactes. Alors est-ce que cette tendance va continuer sur la fin de l'année? Clairement, l'avenir le dira. Mais néanmoins, c'est plutôt quelque chose de positif en termes de performance globale, de projets en Euro 2020. Le premier point qui, pour la plupart d'entre vous, est un point contraignant et qui pose question, c'est les performances de Bébio. Donc ici, sur le panel de maisons étudiées, vous pouvez voir, et sans surprise, que les Bébios sont, dans la plupart des cas, à minima performants, c'est-à-dire qu'ils sont situés entre 0 et 5% de gain du coup, pour notre cas de 70% des projets. Néanmoins, vous pouvez voir que du coup 30% des projets sont plus performants que le minimum réglementaire. Ça s'explique par deux choses. La première, c'est lié à certains équipements domestiques, des équipements de génie climatique qui sont parfois dimensionnés par le CEP, voire le CEPNR, et donc qui engendrent une surperformance de Bébio, mais également par des projets qui sont naturellement performants par leur conception ou par leur mode constructif qui a été bien identifié par nos clients. Donc ça veut dire que c'est faisable d'atteindre les performances de Bébio, et tout ça, on va le voir ensemble. Le deuxième point, c'est le CEP Max. Donc sans surprise, le CEP Max global est largement performant pour la simple bonne raison que c'est beaucoup de nos projets ont été étudiés avec des packs, et en particulier des packs double service, qui ont l'avantage d'avoir des performances de consommation qui sont particulièrement fortes. Ce CEP global, pour rappel, dimensionne certains génies climatiques, et en particulier le poêle à pellets, surtout quand il y a des appoints dans les pièces de nuit. Le deuxième critère CEP-NR, qui est la nouveauté en Aéro 2020, lui il est un peu plus réparti, dépend un peu plus des génies climatiques. Ce qui est important de retenir, c'est que ce critère est dimensionnant en particulier sur les packs AR en split, quand on rajoute les appoints rayonnants, puisqu'on a l'inconvénient de l'effet Joule qui vient augmenter les consommations d'énergie non renouvelables dans le projet. L'autre point
qui est très intéressant à regarder et qui montre une bascule forte en RE 2020, c'est les objectifs de perméabilité à l'air. Alors là, bien sûr, c'est pas les objectifs réels de livraison, mais bien les objectifs qu'on a simulés dans nos études. Et on voit bien que ce critère est un critère qui permet d'avoir de la performance de manière plus facile, puisque on est dans plus de 80% des cas plus performant que le minimum réglementaire, qui est aujourd'hui à 0,6, et à raison, puisque ça permet d'atteindre des objectifs avec moins de difficultés, disons. Donc l'intérêt de ça, il est clair que c'est aussi pour valoriser vos compétences, puisque c'est aussi vos retours d'expérience des chantiers 2021 qui permet de valoriser une valeur plus forte et qui vous rassure aussi dans la prise en compte de nos études. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous propose de regarder rapidement les détails de bâti, et en particulier le sol et les murs, puisque les chiffres qu'on observe sont assez intéressants, avec une augmentation assez forte de la part de vide sanitaire sur nos études, puisqu'on arrive à une augmentation de plus de 10%, ce qui est quand même assez important. Et ça s'explique, je pense, par deux choses. La première, c'est les études de sol, qui vous contraignent peut-être un peu plus à mettre du vide sanitaire, mais également les études thermiques, effectivement, qui nécessitent plus de performance. Et donc, le vide sanitaire a cet avantage. Un petit focus sur comment est géré le vide sanitaire dans nos études et donc dans vos projets. Une forte proportion est en ourdi isolant plus isolant sur dalle, avec des performances variables évidemment en fonction des projets. Mais on constate que la demande de nos clients a été aussi importante pour éviter l'isolant sur dalle, et donc d'avoir des vides sanitaires uniquement en ourdi isolant avec des rupteurs. Donc c'est faisable. Néanmoins, il faut quand même faire attention, puisque les ourdis isolants sont forcément plus performants que la version du haut. Qui donc est, elle, un peu plus facile à faire passer, mais avec des contraintes différentes. Et enfin, un chiffre que personnellement, j'avais pas forcément identifié, c'est l'augmentation très forte de la part de maçonnerie isolante, puisque dans les premières études, on voit une augmentation de plus de 30% de la maçonnerie isolante en général, que ce soit la brique ou le bloc béton isolant, bien sûr au détriment des blocs agglo. Donc ce qu'on peut analyser là-dessus, c'est que le choix de la maçonnerie isolante permet de limiter les épaisseurs de doublage, avec dans de nombreux cas des raisons de surface habitable qui sont reniées lorsqu'on augmente les performances des isolants. Voilà pour l'état des lieux un petit peu de ce qu'on a pu faire en ce début d'année. Bon, bien sûr, ça continue. Je pense qu'il sera intéressant de voir si cette tendance que je vous évoque se perpétue dans le courant de l'année. Néanmoins, pour l'instant, ça permet de voir un petit peu comment se projette cette RE 2020 sur ce début d'année. Maintenant, sur cette base, ce que je vous propose, c'est d'essayer de mieux comprendre comment faire pour limiter l'impact des isolants. Puisque c'est un peu le préambule de tout ça. Aujourd'hui, vu la situation et le contexte actuel, on voit des augmentations fortes de tarifs, et ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et donc, forcément, rajouter des isolants engendre des surcoûts plus ou moins importants sur vos projets. Pour éviter ça, il faut penser conception avant tout, avant de penser isolation. Donc c'est un peu un changement de réflexion par rapport à l'ART 2012, mais ce changement de réflexion va vous permettre d'avoir une atteinte des objectifs plus ou moins facile. Pour bien comprendre cela, un petit rappel rapide sur c'est quoi le BBio, puisque finalement c'est le critère dimensionnant dans de nombreux cas. Le BBio, donc, c'est la qualité de performance intrinsèque du bâtiment, c'est-à-dire sa conception globale et donc sa performance d'isolation également. Mais le préambule, c'est vraiment la conception du projet, et sa performance varie en fonction du besoin de chauffage, du besoin de refroidissement et du besoin d'éclairage. Et bien entendu, pour diminuer tous ces besoins, c'est comme ça qu'on a des BBio qui sont plus faciles à atteindre. Le premier critère, celui que dans la plupart des cas vous n'aimez pas trop qu'on vous en parle, c'est d'optimiser le nombre de pièces d'eau. Pourquoi vous n'aimez pas trop ça? Souvent, c'est parce que vous nous dites que c'est une demande forte des clients, ce que l'on peut entendre. Néanmoins, le rajout de pièces d'eau à surface égale est fortement pénalisant en RE 2020. Cela s'explique simplement par les débits de ventilation qui sont supérieurs. Et qui dit débit de ventilation supérieur dit
augmentation du besoin de chauffage et donc pénalisation du BBO. Le deuxième point, là aussi ça fait partie des choses qu'on a bien évoquées, mais on va continuer à le détailler aujourd'hui, c'est l'orientation. Privilégier une orientation sud, c'est primordial pour la performance du projet. Et le troisième point, c'est la compacité. Donc ça aussi, je vais vous en parler un petit peu, puisque plus le bâtiment est compact, plus il est performant, mais ça c'est pareil. C'est des choses qu'on a déjà dit. Néanmoins, des maisons pas compactes peuvent être performantes également par d'autres biais. Et enfin, renforcement de l'isolation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur les 3 premiers points, le renforcement de l'isolation, vraisemblablement on aura du mal à y couper, mais ça fait partie des choses que l'on peut limiter par une intelligence de conception en amont. Aujourd'hui, on n'a pas détaillé les différents points complémentaires, à savoir la perméage, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment c'est un critère d'optimisation complémentaire. Et l'autre point, c'est l'automatisation des volets roulants, qui s'est clairement démocratisé dans les études. Et je vous invite à continuer comme ça, puisque le rapport gain-coût sur ce système est très très favorable. Donc pourquoi il est intéressant d'optimiser la conception? Essayons de comprendre ensemble pourquoi. Ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est le gain de performance de bâti en fonction de la résistance thermique des isolants. Ici, vous avez les deux explications rapides. C'est entre une résistance R égale 3 et une résistance R égale 5, on a un gain, vous pouvez le constater, qui est plutôt élevé. Dès qu'on va dans des performances plus élevées, les écarts diminuent, c'est-à-dire qu'entre un R7 et un R9, par exemple, le gain diminue. Ce qu'il faut comprendre dans cette explication, c'est que rajouter de l'isolant, ça fera toujours gagner. La réponse est oui. Par contre, ça coûtera de plus en plus cher pour des gains qui sont de plus en plus faibles. C'est vraiment la difficulté, c'est-à-dire qu'on arrive dans des performances de bâti qui sont tellement élevées que le rapport de coût devient vraiment lui aussi très fort. Et du coup, c'est plus intéressant de travailler sur de la conception et bien sûr beaucoup moins onéreux que d'imaginer simplement continuer à mettre de l'isolant. Donc il vaut mieux changer de réflexion et essayer de travailler sur une conception plus optimisée pour justement récupérer cette souplesse de performance sur des projets finaux. Juste un rappel rapide des évolutions de performance entre la RT 2012 et la RO 2020. Donc il y a des gains de performance supérieurs. L'objectif, il est vraiment d'essayer de limiter ces augmentations de performance une fois de plus pour limiter à la fois les coûts et surtout continuer à avoir des gaps de performance qui sont plus importants. Avant de vous donner tous les différents points d'optimisation et de gains intéressants, un petit rappel également, puisque ça c'est un constat qu'on a fait depuis ce début d'année, donc on l'avait déjà identifié l'année dernière. Néanmoins, depuis ce début d'année, on constate une problématique, si on peut dire ça comme ça, en tout cas une contrainte assez forte sur les projets de 120 à 150 mètres carrés. Pourquoi? Donc, vous pouvez constater ici, c'est le graphique d'évolution de la modulation du BBO, puisque le BBO est modulé en fonction de la surface habitable sur une base de référentiel en fonction des zones géographiques. Sur les petites maisons, finalement, la modulation, elle est plutôt forte, et donc l'objectif est un peu moins contraignant. Et dès qu'on dépasse 120 mètres carrés, vous pouvez constater que la modulation est plutôt plus faible, jusqu'à 150 mètres carrés, et au-delà, la modulation s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que entre 120 et 150 mètres carrés, la contrainte est quasiment identique, donc de plus en plus difficile. Et par contre, dès qu'on va dépasser ce palier de 150 mètres carrés aux 160, 170, 180, et plus évidemment, la contrainte redevient plus faible. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, mais la contrainte redevient plus faible sur les maisons finalement de très grande surface. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions pour essayer d'augmenter la performance d'un projet en limitant son coût? La première des choses, c'est l'orientation. Donc ici, je vous ai mis les graphiques d'orientation, on va dire en fonction des zones froides en vert et des zones plus chaudes en orange, en sachant qu'ici, bien entendu, c'est l'optimal, mais que ça fait partie des choses à garder en tête. Alors, sur la zone H2D et H3, attention tout de même, c'est en fonction des projets qu'il va falloir réfléchir de manière beaucoup plus fine, et ce n'est pas forcément le BBO le point contraignant, c'est vraiment le confort d'été, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus aujourd'hui.
Donc sur la zone froide, toujours privilégier le sud au maximum quand c'est possible. On est bien conscient que les orientations, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais c'est clairement la première question à se poser quand vous concevez un projet, c'est comment je peux aller mettre de la menuiserie au sud pour récupérer des apports solaires. Ça, c'est vraiment le préambule presque à toute conception de projet aujourd'hui. Les autres critères en menuiserie, il y en a 3, on va dire, les plus importants. La première, pour rappel, mais ça, je sais que c'est très bien compris par vous tous, c'est il faut respecter 1/6 de surface de baie par rapport à la surface habitable. Donc soit environ 17% de menuiserie. Donc déjà, ça c'est le premier point. Évidemment, dans ces 17%, dans l'idéal, il faut être orienté le plus au sud possible, mais surtout, on voit aussi sur de nombreux projets de surface un peu plus importante, un excès de vitrage. Alors, je m'explique. Oui, c'est bien d'augmenter la surface des menuiseries sur une maison, mais attention, dès qu'on dépasse un certain ratio, donc on va dire environ 22% de la surface habitable, hein, toujours, ça peut devenir contre-productif puisqu'une menuiserie est moins isolante qu'un mur. Donc forcément, même si on a plus d'apports, les déperditions ne sont pas compensées par les apports quand on dépasse un certain seuil. Donc attention à l'excès d'ouverture. Le deuxième point, un petit chiffre facile à comprendre, optimiser l'orientation, donc c'est le grand quart sud-sud, c'est-à-dire sud, sud-est, sud-ouest. Voilà, pour vous donner une image, 1 mètre carré de plus situé au sud, ça fait gagner à peu près 1 point de BBio. Ce qui est dans nos réflexions actuelles d'optimisation, ce qui est considérable, puisque un point de BBio peut vite être presque équivalent à une épaisseur d'isolant, donc en termes de coût, c'est quand même particulièrement considérable. Et le dernier point, et ça c'est des choses qu'on a toujours évoquées en RT 2012, qui deviennent encore plus impactantes en RE 2020, c'est les performances des menuiseries. Alors il y a 3 critères importants. Le premier que vous connaissez tous très bien, c'est les UW, c'est la performance de l'isolation. Vous le connaissez tous très bien puisque c'était finalement presque le seul critère qu'on regardait en RT 2012 pour identifier une performance de menuiserie. Maintenant, en RE 2020, le UW est important, oui, mais à part égale avec les deux autres, que sont SW et TLW, qui sont les apports solaires pour le SW et les apports lumineux pour le TLW. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vous invite à vous rapprocher de vos fournisseurs et que j'évoque auprès des industriels qui pourraient être présents aujourd'hui. Vraiment valoriser vos performances, vérifier que tous les bureaux d'études ont bien les performances à jour de vos menuiseries, puisque les écarts peuvent être vraiment très très forts sur les globalités de calcul. D'autres solutions de conception, donc le nombre de pièces d'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir ici que le gain il est fluctuant, mais absolument considérable, entre 5 et 15% sur le BBio. La marche est vraiment très très haute, et les astuces pour optimiser le nombre de pièces d'eau, c'est simplement soit de supprimer le point de puisage d'une pièce d'eau, soit de créer une liaison aérolique entre deux pièces. L'exemple simple, c'est le lave-linge qui est situé dans un cellier, il faut qu'il soit positionné plutôt dans un garage ou dans une salle de bain, pour éviter le robinet de puisage de ce cellier. Et par exemple, quand on a un WC séparé, c'est de l'intégrer dans la salle de bain qui est attenante. L'autre possibilité pour les celliers, si on ne veut pas ou si on ne peut pas supprimer le point de puisage, c'est de supprimer la porte pour que la ventilation de la cuisine, qui serait attenante, puisse permettre de ventiler également le cellier. L'autre point important, c'est la compacité. Alors pourquoi la compacité est si prépondérante? C'est un rapport de surface froide par rapport à la surface habitable. C'est-à-dire que plus vous avez de décrochés, plus vous avez de surface de mur, et donc plus vous êtes déperditif à surface égale. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, quand vous créez des décrochés, vous créez également des linéiques. Des linéiques verticaux, des linéiques horizontaux, qui sont des points faibles et qui engendrent des pertes de performance globale du projet, toujours à surface égale. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de limiter les décrochés inutiles. Toujours dans l'esprit des ponts thermiques, on a identifié ce point récemment, c'est attention aux retombées de poutres, de poutres structurelles, de poutres porteuses, qui sont généralement
pas ou mal traité thermiquement parlant et qui engendre un pont thermique important. Donc ça fait partie des optimisations a priori simples qui peuvent permettre de gagner pas mal de performance sur un projet. Et le dernier point qu'on a identifié également récemment, c'est l'impact des déplafonnés ou des grandes hauteurs sous plafond. Pourquoi? Puisqu'on crée du volume chauffé plus important à surface égale, et par conséquent, on crée du besoin de chauffage supérieur, et qui dit besoin de chauffage dit bébio pénalisé. Donc attention à ces déplafonnés et à ces grandes hauteurs sous plafond. En termes de solutions produits, plusieurs petites choses arrivent. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver dans les mois à venir ou dans les années à venir. Un premier point qui est lié à la cloison de garage, intérieur bien sûr. Cette cloison est généralement moins performante que l'isolation du mur. Et donc il y a deux solutions, soit on met des cloisons spécifiques, soit on peut modifier le montage via un montage en quinconce pour limiter les lignes structurelles des cloisons. Donc ça peut être un moyen d'optimiser le projet, on peut vite gagner quelques points de BU. Concernant les coffres de volets roulants, l'objectif il est d'optimiser les performances des UC, soit en mettant des coffres plus performants, soit en revalorisant la valeur du UC, suivant l'épaisseur d'isolant qui vient devant le coffre. Et enfin, quand on a un garage intégré, donc c'est en complément bien sûr de la cloison de garage, c'est lorsque vous avez un volume chauffé au-dessus de ce garage, c'est de imaginer rajouter un isolant en sous-face plutôt que de rester uniquement en ordi isolant dans le plancher. L'objectif il est une fois de plus de mieux traiter les linéiques de ce plafond haut ou de ce plancher bas, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc rappel des 3 points principaux de ce qu'on vient de se dire. Le premier point, une fois de plus, c'est le nombre de pièces d'eau. Attention à ne pas surmultiplier le nombre de pièces d'eau sur des petites surfaces en particulier. Le deuxième point, c'est l'orientation. Donc ça, vraiment privilégier l'orientation sud au maximum. Et enfin, le troisième point, c'est la compacité, avec un petit bémol sur la compacité, puisque si les deux premiers points sont bien traités, vous aurez plus de souplesse sur la compacité, sur l'architecture. Ça, c'est important aussi, c'est que l'objectif, il est clairement pas faire que des boîtes à chaussures, mais pour ne pas que ça soit trop pénalisé, il faut imaginer une conception optimale. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur le BBio. Petit point rapide sur la partie CEP, et donc le mix chauffage eau chaude. Tout d'abord les énergies bois et élec. Je vous ai fait un listing ici de tous les systèmes qu'on a pu identifier en RE 2020 depuis ce début d'année, avec des contraintes qui vont avec, c'est-à-dire que certains sont contraints uniquement par le BBio, puisque très performants d'un point de vue CEP, et certains autres sont contraints soit par le CEP, soit par le CEPNR. Ce qui veut dire que si on est contraint par le CEP, cela engendre des surperformances de BBio ou la mise en place de solutions techniques, donc comme la production photovoltaïque, qui est certes moins bien valorisée qu'en RT 2012, mais qui néanmoins peut permettre de ne pas modifier son mode constructif tout en gardant la conformité, ou de mettre un chauffe-eau thermodynamique haute performance. Il y en a peu sur le marché, mais c'est une manière également de répondre à la RE 2020. Concernant le gaz, donc le gaz n'est pas mort en RE 2020. Il est important de le répéter tout de même. Il est effectivement fortement contraint. Néanmoins, depuis ce début d'année, on a une solution qui sort un petit peu du lot puisqu'elle est conforme toute zone, qui est la chaudière hybride avec préchauffage d'eau chaude par une PAC. Donc cette solution a l'avantage d'être conforme, quel que soit le positionnement du terrain, qu'il soit donc en lotissement et donc sous dérogation, ou en diffus, cette solution fonctionne systématiquement. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un cas un peu compliqué avec des optimisations possibles et quelles sont les conséquences sur le mode constructif identifié. Donc ici, vous avez une maison
avec à peu près toutes les contraintes, à savoir un nombre de pièces d'eau élevé, un déplafonné sur l'étage, un étage partiel, un volume chauffé au-dessus du porche, etc., etc. Et évidemment une maison très décrochée. Concernant l'orientation, elle est moyenne plus, on va dire. On aurait pu effectivement faire pire, mais heureusement qu'on n'a pas fait pire. Donc ce qu'on a donc identifié comme modification possible pour avoir des gains naturels, c'est le changement des menuiseries. On a changé de marque, hein, tout simplement. La sortie du lave-linge du cellier pour le mettre dans le garage. On a également regardé l'impact de la suppression du vide sur séjour, qui est elle aussi très importante puisqu'on a rajouté des surfaces habitables et donc l'objectif est devenu beaucoup moins contraignant. On a supprimé potentiellement la pièce d'eau dans la chambre de l'étage et on a intégré potentiellement également le WC dans la salle de bain de l'étage. Donc tous ces points font que on a optimisé finalement le projet sans modifier sa conception architecturale. Et on n'a évidemment pas cumulé tous ces points-là pour atteindre les performances que vous voyez ici. Mais finalement, on voit bien que lorsque le projet est une conception plus simple ou plus optimisée, on a des performances de bâti qui restent tout à fait acceptables. Puisque vous voyez les écarts qui sont quand même assez importants, hein, de tournis isolants en particulier et de briques. Et surtout de la perméable, puisque une perméable 0,4 sur un projet comme ça va quand même pas être très simple, alors que 0,5 semble beaucoup plus acceptable. Si on avait cumulé toutes les optimisations que je vous ai présentées, on aurait effectivement encore plus de performance sur le projet, naturellement parlant. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas anodin, c'est que les commerciaux aujourd'hui face aux clients nous répondent souvent « oui mais c'est ce que le client veut ». Ce que l'on entend tout à fait, néanmoins le conseil que peut apporter un commercial à son client dans l'optimisation de son projet va clairement permettre de limiter l'impact financier des différents éléments et donc d'avoir un projet mieux optimisé et qui sera potentiellement une vente réussie plus rapidement. C'est pour ça qu'on invite vraiment tous les commerciaux de nos amis constructeurs à se former et à s'informer sur tout ce qu'on vient de se dire pour avoir des conseils encore plus pertinents et être encore plus convaincants vis-à-vis de leurs clients. J'en ai presque terminé avec ma présentation du jour. Je vais simplement vous présenter un outil qu'on a développé chez Energys. C'est un outil qui existait déjà en RT 2012 qui permet de faire des préétudes avant-vente. Donc c'est-à-dire simuler vos projets en phase vente, en toute autonomie et en quelques minutes. L'intérêt de ça, il est clairement d'optimiser les projets pour les rendre conformes et donc se rassurer dans la vente et rassurer également votre client sur la conformité finale de leur maison. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de mes homologues en région pour vous présenter cet outil, si toutefois cela vous intéresse. Donc pour conclure sur tout ça, donc oui, la RE 2020 se réalise, ça c'est sûr, puisqu'elle est applicable depuis le 1er janvier de cette année. Et surtout, des solutions existent pour éviter trop d'optimisation et des surcoûts trop importants. Donc il ne tient qu'à vous d'utiliser toutes ces petites astuces que je viens de vous évoquer aujourd'hui. Et bien entendu, toute l'équipe Energys est présente pour vous accompagner sur tous ces sujets et avancer et trouver les bonnes solutions pour faire que les ventes soient les plus optimales possibles. Je vous souhaite une bonne journée et une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail que vous voyez devant vous pour toute question. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.